Bonsoir tout le monde. Merci d'être là à l'EJBA qui nous accueille dans le cadre des rencontres 7e art. Et ce soir, pour cette rencontre, on va avoir la chance de discuter pendant 1 heure avec Léna Murisier qui va nous parler de son métier de scénariste. Mais elle est scénariste entre Hollywood et la Suisse, parce qu'elle a un parcours, vous allez voir, assez étonnant. Donc on se connaît un petit peu, on s'est parlé, on a des choses qu'on a vécues, mais à des périodes différentes. Moi, j'étais aux États-Unis pendant 15 ans à Los Angeles, donc je sais ce qu'elle vit, je sais les problèmes qu'elle rencontre, je sais aussi tout ce qui peut être génial aussi à Los Angeles. Donc, on va essayer de parcourir pendant 1 heure ce métier de scénariste. Moi, je n'étais pas scénariste, donc j'ai plein de questions à lui poser. Mais, et voilà. Et à la fin, je vous tendrai le micro aussi parce que je suis certaine que vous avez des questions à lui poser parce que c'est un métier qui fascine, c'est un métier qui attire, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier qui est dans l'ombre et dont on parle peu souvent. Et donc, pendant les rencontres 7e art, on aime parler des métiers aussi dont on parle très peu. On voit toujours les acteurs, les réalisateurs, mais on parle moins, en fait, des métiers de l'ombre. Et un film sans histoire, c'est pas un film. En fait, il n'y a rien du tout. Il faut une histoire dès le début. Donc, elle est à la base, en fait, d'un film. Donc, Léna Murisier, je te laisse te présenter. Tu viens d'où? Tu as quel âge? Où tu vis? Bonsoir, plein de questions. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup de me recevoir ce soir au Rencontre 7e art. Merci à tous d'être venus ce soir, ça me fait très plaisir. Donc, je m'appelle Léna, je vais avoir 30 ans en avril. J'ai commencé dans le cinéma il y a environ 7 ou 8 ans. En partant très rapidement à Los Angeles pour faire une école de cinéma là-bas. Je viens du milieu de la com de base. J'étais dans une agence, l'agence Trio à Lausanne. Et puis, j'avais lu en 2017 un article sur le métier de scénariste que je connaissais pas du tout. Et puis, je me suis dit, bon, je vais tenter l'aventure. Et j'ai étudié un petit peu les scénarios en ligne et je me suis inscrite dans une école de cinéma à Los Angeles, préparé un dossier. Et très rapidement, je suis partie et je suis restée là-bas toutes ces années parce que j'ai réussi à faire quelques trucs dont on parlera, bien entendu. Et alors, c'est quoi ta formation? C'est quelle école que tu as pu intégrer? Là-bas, la New York Film Academy à Los Angeles. Donc, c'est vraiment, ils proposaient des formats de 3 ans, 2 ans et 1 an. Moi, j'avais fait le format d'1 an. Parce qu'il faut quand même aussi se loger à Los Angeles pendant 1 an sans pouvoir travailler, parce qu'au début, tu n'as pas de visa de travail. Donc, je suis partie sur cette année-là. C'était hyper intense. Donc, tous les jours, on avait les cours. On tournait aussi sur le backlot à Universal. Donc, ça, c'est génial comme expérience parce que vous tournez vraiment là où les grandes stars tournent. Et puis, le cursus, c'était effectivement qu'on écrivait 2 pilotes, donc 2 épisodes, séries originales dans l'année, 2 longs métrages, un épisode d'une série existante et puis des courts-métrages aussi. Donc, c'était très, très intense sur 1 an. Et ton niveau en anglais avant de partir, c'était quoi? What do you mean? Non, ça allait. Écoute, je m'en sortais déjà relativement bien à l'oral, parce que j'avais vécu quelques mois en Australie. J'étais partie en sac à dos en Australie. Je comprenais rien à ce qu'ils racontaient là-bas, parce que l'accent, c'est quand même autre chose. Et puis, à l'écrit, c'était difficile au début. J'ai quand même beaucoup galéré. C'est ce côté de dire mais j'ai pas le mot, quoi. Puis t'es là devant ton ordi. Donc il y a eu quand même des difficultés. Durant le cursus d'ailleurs, j'avais eu un prof qui m'avait dit mais pourquoi tu retournes pas en Europe et puis t'écris en français, pourquoi tu te compliques la vie? Moi je voulais faire du cinéma américain. Donc au début ça m'a vraiment démotivée. Je me suis dit bon je vais rentrer. Et j'ai 2 profs dans l'école de cinéma qui se sont vraiment battus pour moi, qui m'ont expliqué que c'était pas juste le vocabulaire et que ça s'apprenait. Et un de mes profs m'avait préparé une liste sur Excel avec les scénaristes qui avaient réussi à Hollywood sans parler anglais à un jeune âge. Il y en avait genre 3 qui se couraient après. Et bien sûr, ils avaient tous appris l'anglais à un jeune âge, mais ça m'avait reboosté. Et puis, j'ai utilisé, ils avaient un sorte de writing center où tu pouvais booker toutes les semaines des consultes. Et puis, j'ai travaillé dur et j'ai réussi finalement à vendre des projets là-bas en anglais. Mais c'est court une formation d'1 an. Donc, comment ça se passe? C'est quoi les cours exactement?
Tu as de tout. Il y a de l'étude des films, donc tu regardes beaucoup de contenu, tu analyses ce qui fonctionne pas. Ce que je fais encore aujourd'hui beaucoup quand je regarde des films, c'est vraiment d'essayer, ou des séries, c'est d'essayer d'analyser pourquoi une scène a marché, pourquoi une scène ne marche pas. Et sinon, c'est vraiment tous les jours des cours d'apprendre à écrire un scénario, et c'est très différent d'écrire un scénario en télévision qu'en film. Après, aux États-Unis, il faut quand même se rendre compte qu'on écrit très, très vite. Donc, ça, on t'apprend des méthodes. Il y en a une dizaine. Tu trouves la méthode qui fonctionne pour toi. Et puis, tu deviens quand même un petit peu... j'ai pas envie de dire une machine, mais en télévision, tu as une semaine pour écrire ton épisode. Donc, c'est très, très court. Donc, ça, on te l'apprend à l'école aussi. Et je pense que c'est un atout. Donc, tu nous dis que tout est codifié, en fait. Oui, très. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux pas... Il y a plein de films américains avec des scènes magnifiques ou des séries, mais il y a quand même des méthodes. C'est vraiment un métier. Là, c'était vraiment spécialisé en scénarisation, donc on n'apprenait rien d'autre. C'est pas comme si on faisait aussi de la réalisation ou des choses comme ça. Bon, un petit peu pour le court-métrage, mais c'était vraiment poussé pour l'écriture. Et puis, il y a toutes ces toolbox. Enfin, il y a quand même énormément de méthodes. Et là-bas, ils t'apprennent vraiment, vraiment ça. Et tu trouves celles qui fonctionnent. Il y a plein qui ne fonctionneront pas pour toi. Et puis, une fois que tu trouves ça, tu écris très vite. Le film dont on parlera, qui sortira demain sur Amazon Prime, on l'a écrit, je crois que je l'ai écrit en 2 mois environ. Donc, c'était assez rapide comme processus. Alors, une fois que tu as fini ta formation, comment tu as pu entrer, je dirais, à Hollywood, entre guillemets? Alors, du coup, après l'année, ce qui se passe quand tu n'es pas américaine de base, donc, c'est qu'on t'offre un visa de travail pendant 1 an. Et tu as 1 an un peu pour réussir. Donc, tu sais que tous les jours, il va falloir que tu essayes de faire des trucs. Donc, moi, je me suis vraiment dit, voilà, je fais ces 1 an. Si ça ne fonctionne pas, je verrai en Europe s'il y a des opportunités aussi. C'est très difficile aussi en Europe, comme on sait tous ici. Et du coup, j'avais participé à ce qu'on appelle un Pitch Fest. Donc, c'est un événement où tu as 5 minutes. C'est un peu comme du speed dating. Il y a plein de tables, mais c'est avec des producteurs. Et tu as 5 minutes pour convaincre d'acheter ton projet. Donc, on t'apprend ça à l'école aussi, de vendre ton projet, de pitcher. Et puis, j'ai eu la chance d'un des producteurs que j'ai rencontré a beaucoup aimé mon projet, qui s'appelle Bonnie et Bonnie, qui est un Bonnie et Clyde au féminin, qui était une série. Et ça m'a permis très rapidement, en sortant de l'école, d'avoir mon premier projet vendu, en fait. Une option, ils m'ont offert. Et ça m'a lancé, ça m'a permis de rencontrer mes managers. Tout s'est un peu enchaîné après coup. Alors, comme tu nous dis, tu travailles à la fois sur des séries et sur des films. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence d'écriture? Est-ce que c'est vraiment distinct, différent? Je dirais qu'en série, c'est vraiment hyper important d'avoir des personnages qui sont extrêmement complexes et des personnages, parce que c'est vraiment pour ça que tu reviens pour une série. C'est pas forcément toujours l'histoire, c'est vraiment les personnages qui te donnent envie de revenir. Et que tu peux développer sur le long. Exactement. Donc, ce qui est génial, mais ce qui est aussi parfois prise de tête quand même. Mais effectivement, il y a déjà ça. C'est pas juste l'histoire qui pourra t'amener là-bas. Je pense qu'en film, moi, j'ai tendance à penser aussi qu'il faut des personnages quand même très intéressants, intrigants, soit qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui nous provoquent quand même une émotion. Mais un film peut quand même se faire plus avec juste l'histoire, entre guillemets. On a quand même beaucoup d'Avengers et de trucs comme ça. Alors après, on a son avis sur la question, mais c'est surtout l'histoire pour le coup. Après, au niveau du format même, c'est quand même très différent, parce que quand tu écris un film, tu commences des intrigues, tu es quand même censé les finir plus ou moins à la fin de ton film. Alors qu'en série, tu prépares des intrigues et t'en termines certaines dans certains épisodes, mais tu continues. Et puis c'est vrai qu'aux États-Unis, ils veulent souvent qu'il y ait un moteur pour ta série, pour en tout cas 3 ou 4 saisons. Donc, tu dois quand même prouver qu'il y a assez pour ça. Alors, explique-nous ce que c'est, parce que moi, ça me fascine, la writer's room. Le terme, tu sais déjà, ça fait peur. Comment ça marche? C'est quoi exactement? Alors, la writer's room, c'est vraiment... Donc, toutes les séries américaines en ont une. Ça varie au niveau du nombre de personnes qui sont dedans. De plus en plus maintenant, avec les streamers qui ont quand même la majorité des séries, c'est généralement 10 scénaristes environ, de niveaux différents. Donc, tu as un showrunner qui, lui ou elle, est vraiment la personne, c'est le boss, ou la boss. Ah oui, tu me disais qu'il y avait une hiérarchie. Extrême, ouais, extrême. Et parfois, tu as intérêt à ne pas sortir de ton truc, sinon tu vas vite au RH et tu te fais virer le lendemain. Donc, c'est très particulier. Et effectivement, c'est généralement, donc, quand une série se met en place, on prépare une writer's room de haut en bas, donc au niveau du budget, parce que ceux qui sont en haut coûtent extrêmement cher. Donc, s'il y a encore du budget, on prend les petits à la fin, en bas, en staff writer.
Mais effectivement, tu as le showrunner qui prend toutes les décisions, qui travaille avec le studio, qui travaille avec le streamer, qui est vraiment plus... qui fait de l'écriture aussi, mais plutôt sur le pilote. Après, c'est vraiment la personne qui supervise ce qui se passe dans la pièce et pour la série, et qui va faire le casting, et qui va prendre toutes ces décisions-là monétaires aussi pour la série. Chaque writer's room est un peu à l'image de son showrunner. Donc, tu en as certains qui veulent bosser que les après-midi. Et tu en as d'autres qui veulent bosser de 6h du mat à 23h du soir. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Donc, il n'y a pas de règles précises. Tu en as certains qui demandent que tu bosses le week-end chez toi à l'écriture, d'autres non. Donc, pour certains, tu vends vraiment ton âme, et pour d'autres, il y a un certain respect de la vie privée. Donc, ça dépend vraiment un petit peu de la personne. Chacun a une différente manière d'opérer. Et normalement, donc justement, tu as toute cette hiérarchie. Et à la fin, tu as les staff writers, qui sont un peu la position dans laquelle on peut démarrer à Hollywood, qui à l'époque était beaucoup plus facile à obtenir qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'obtenir ces jobs de staff writer, parce qu'on a de moins en moins de séries qui se font aux États-Unis à l'heure actuelle, avec la grève et tout ça. Et puis, effectivement, chaque saison, tu montes d'un grade. Donc, tu grades, si tu ne fais pas du bon boulot, tu te fais virer, mais si tu grades automatiquement, en fait. Et chaque saison, normalement, tu es censé monter jusqu'à ce qu'un jour, tu arrives à la position de showrunner. Qui est le Graal. Qui est le Graal, ouais. Et qui est généralement quelque chose pour lequel tu es quand même formé, parce que en télévision américaine, tu portes quand même beaucoup de casquettes différentes, et tu produis aussi tes épisodes. Donc, ça veut dire que si tu es staff writer, donc en fait, on donne... par exemple, toi, je te donne un épisode, 2 personnes ici, je leur donne un épisode à coécrire. Vous avez 9 jours pour revenir avec un épisode écrit dans la writer's room. Ensuite, je donne des notes. En tant que showrunneuse, par exemple, je donnerai des notes et tu vas refaire de l'écriture jusqu'à ce que ce soit validé. Ensuite, toi, avec ton épisode, même en staff writer, tu vas sur le set, sur le plateau, et c'est toi qui produis ton épisode. Donc, tu prends certaines décisions par rapport au visuel, tu prends certaines décisions par rapport aux guest stars qui viennent, etc. Donc, il y a aussi ce côté qui permet que tu te formes au métier de showrunner, en fait, à travers les saisons. Ah oui, c'est hyper formateur, en fait. Ouais. Ce qui est, je pense, la beauté des États-Unis, ça s'est un tout petit peu perdu malheureusement durant Covid, parce que il y avait des nombres limités de gens sur les plateaux. Et puis du coup, je pense que beaucoup de studios se sont dit, ah, génial, en fait, on économise des sous s'ils viennent pas. Et du coup, il y a un peu ce problème où il y a certains showrunners aujourd'hui qui ont peu d'entraînement. Mais normalement, c'est vraiment formateur. C'est vraiment, effectivement, tu apprends chaque partie du métier. Et c'est difficile aux États-Unis d'être seulement scénariste. Et est-ce qu'il y a une compète entre vous? Parce que c'est pas évident. Tu dis le showrunner, c'est aussi comment il est, son attitude. Est-ce qu'entre vous, il y a une bonne entente? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que tout le monde veut monter. Oui, ça dépend des rooms. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'ai entendu des histoires catastrophiques. Mais après, ça dépend vraiment un peu de l'ambiance. Moi, j'ai eu de la chance sur la série Secret Life of Boys, sur laquelle j'avais pu travailler, qui avait d'ailleurs été nominée pour un Emmy, qui avait gagné un BAFTA. L'ambiance était super. Les gens étaient hyper respectueux. La showrunneuse, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, qui avait été un peu une mentor pour moi. Qui m'avait ramené sur la série. Et du coup, ça, j'ai eu beaucoup de chance, parce que chaque semaine, je lui demandais aussi est-ce que je m'en suis bien sortie, est-ce que tu as des notes pour moi. Et quand tu as ce genre de relation, c'est génial, parce que tu sais jamais trop si tu dois t'exprimer ou pas, surtout quand tu es staff writer, surtout quand tu commences. Parfois, on attend de toi que tu ne parles pas et que tu sois juste là et que tu apprennes le métier des autres. Et parfois, on s'attend à ce que tu présentes des histoires. Et donc, tu dois savoir ta place, et on ne te le dit pas toujours. Donc, il y a de la compétition, mais je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de soutien. En tout cas, moi, j'ai vu, on m'a souvent tendu la main dans cette industrie là-bas. Et le salaire? Alors, le salaire en writer's room à l'heure actuelle aux États-Unis, il semblera haut quand je vais te dire le prix pour un staff writer, mais ce n'est pas si génial que ça. Donc, normalement, quand tu es staff writer, c'est $4,000 par semaine, mais tu travailles généralement 10 semaines par année, tu vois, sur une série. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu ça le problème avec les streamers, c'est qu'on n'est plus sur des networks qui duraient plusieurs mois. On est vraiment sur des formats où tu es engagé pendant 10 semaines. Tu bosses tes 10 semaines, tu as un salaire de base de 4,000 si tu es staff writer, plus l'épisode que tu écriras si tu en écris un, parce que tu n'en écris pas toujours un. Parfois, tu es juste là pour aider les autres. Mais après, le problème, c'est qu'une fois que tu as fini ce job-là, les autres rooms, elles sont peut-être déjà, elles n'ont plus besoin de quelqu'un. Et au final, sur l'année, c'est pas énorme non plus, tu vois. Et j'imagine qu'il n'y a aucun droit d'auteur là-dessus, bien évidemment.
Non, c'est non, parce que ça appartient effectivement au network. Ouais. Après, c'est très régi par la guilde. Hein. Il y a quand même, tu es censé être crédité pour le travail que tu as effectué à l'écriture. Il y a quand même la Writers Guild of America qui est quand même extrêmement pointilleuse. Mais effectivement, ça appartient au showrunner et au studio ou au streamer. Alors, tu as travaillé sur cette série et puis après, tu as travaillé aussi sur un long métrage. Ouais. Donc explique-nous le cheminement de passer d'une série à un long métrage. Comment tu as fait? Alors, de base, c'est intéressant parce que j'écrivais plutôt des séries. C'est ce qui m'intéressait plus. Ensuite, il y avait eu justement ce projet Bonnie & Bonnie que j'avais vendu. Il y avait eu Covid qui avait fait que le projet n'avait pas vu le jour. Et ensuite, pendant Covid, je me suis lancée dans le docu parce que ça aussi, c'est très différent encore. Et j'avais travaillé avec Zachary Quinto, entre autres, qui avait fait Heroes et Star Trek, et qui est un acteur, mais qui fait aussi de la production. Et puis, de ça, en fait, ça m'a mené... il y avait eu la Writers Room avec la BBC, avec, en fait, effectivement, cette showrunneuse que je connaissais déjà, qui a repris la série. Et puis, suite à ça, je crois que la réalisatrice du film avait vu le teaser qu'on avait fait avec Zachary Quinto pour le documentaire. Et ça l'avait amenée à me contacter. Et puis, elle m'a dit qu'elle cherchait une co-scénariste pour ce projet-là, qui s'appelle A Girl Like Him, qui sortira demain sur Amazon Prime. Et je fais un peu de pub, quand même, faut pas déconner. C'est génial, ça sort demain. Voilà, ça sort demain, donc big deal, donc c'est cool. Et puis, effectivement, elle m'avait parlé un peu de son histoire, parce que c'est très personnel par rapport à des choses qu'elle a vécues dans sa vie. Et si elle pouvait refaire sa jeunesse, c'est un peu ça. Et puis, le projet m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et puis, je suis arrivée un peu là-dessus, comme ça. Mais l'écriture donc de série n'est pas la même que celle d'un long métrage. Non, parce que là, on était vraiment sur une série. Par exemple, justement, tu es dans la Writers Room toute la journée, et puis tu as tes petits post-it au mur, et puis tu essaies de dire, bon, épisode 1, il y a ça, épisode 3, il y a ça, comment on passe de l'épisode 1 à l'épisode 3, avec plein d'autres personnes, et puis parfois, on parle de trucs rien à voir pendant des heures. Donc, ça peut être très distrayant aussi. Là, c'était vraiment juste moi avec son idée à la réalisatrice. Elle avait déjà fait un film qui s'appelle A Girl Like Her, qui était sorti sur Netflix en 2015. Elle voulait faire un peu une suite, mais qui n'est pas vraiment... T'as pas besoin de voir le premier pour comprendre le deuxième. Et puis, ça parlait justement de harcèlement scolaire, et entre autres, et d'amour aussi, comme on est quand même sur le thème de l'amour ici au Rencontre 7e art. Et puis, en fait, elle m'a parlé de son idée. Moi, j'ai préparé un outline sur le week-end. Donc, j'ai dit... explique ce que c'est un outline. Un outline, c'est en gros les scènes qu'il y aura dans le film. Donc, je suis passée de A à Z, je discutais avec elle, j'essayais vraiment de comprendre ce qu'elle voulait raconter. J'ai imaginé un peu les personnages dans cet univers-là, et je suis passée vraiment de scène à scène. C'est un peu, je pense qu'ici, on l'appelle ça un scène à scène un peu. Et je suis vraiment passée, on commence ici, il y a ça qui se passe. Et assez rapidement, je pense en 2-3 jours, j'ai eu quelque chose à lui présenter. Je lui ai envoyé, on a rediscuté. Et puis ça, c'est toujours un peu la phase test. Est-ce qu'on se comprend ou est-ce que j'ai rien compris à ton truc, tu vois? Et ça, tu sais jamais vraiment. Et là, ça a bien matché, ça lui a plu. Et puis, elle a fait des retouches, elle, sur l'outline. Et puis après, on s'est lancé à l'écriture. Donc moi, j'ai écrit la première draft. Et elle est repassée dessus. Et ensuite, on a fait de la coécriture. Et puis, on a eu tout un processus comme ça ensemble. Et donc, ce processus, il prend combien de temps? Ça peut prendre 1 an pour certaines personnes. Nous, on l'a fait très rapidement. Je pense que de l'outline à un scénario, vraiment, je pense qu'on a dû mettre à peu près 2 mois pour avoir vraiment un scénario fini. Rapide. Ouais. Et là, ce qui était quand même... Ça, c'est vraiment rapide. Hein, c'est quand même pas normalement la norme. Mais ce qui était chouette, c'est qu'on a tourné dans l'école où il y avait ces ados. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'on a bénéficié de beaucoup de table reads, donc quand on met des acteurs ensemble pour lire un scénario. Et beaucoup de jeunes, même qui ne sont pas acteurs, nous ont offert cette possibilité de faire un table read et nous ont dit, ouais, mais ça, moi, nous les jeunes, on parle plus comme ça aujourd'hui, parce que ça évolue. Hein. Et du coup, on a vraiment eu la possibilité d'avoir ce feedback direct des jeunes aussi, et de faire des retouches, de pouvoir faire des changements, et ensuite, effectivement, d'aller trouver des acteurs pour jouer les rôles. Est-ce que toi, tu as ta propre méthode de travail? C'est-à-dire à la maison, tu travailles à un endroit bien spécifique, à des heures bien spécifiques? Des heures bien spécifiques. Toutes les années, je me dis, maintenant, je vais faire des heures spécifiques. Toutes les années, je ne le fais pas. Donc, je suis un peu freestyle pour ça. Parce que c'est difficile. Tu as souvent, par exemple, avec ce projet-là,
quand on est parti en tournage, moi, je réécrivais encore pendant que les acteurs tournaient. Parce que ça, c'est quand même très à l'américaine. C'est que même quand les gens sont sur le plateau, ah non, mais en fait, ça ne marche pas, on part dans une autre direction. Donc toi, tu reprends, tu réécris. Donc tu dois quand même être très, très disponible. Moi, j'ai très peu... je réalise en fait que je me rends quand même très disponible pour beaucoup de ces réalisateurs et ces producteurs. Et du coup, parfois, c'est vrai que tu es à minuit, tu vas te coucher, et puis tu as un appel. Oh, mais en fait, il faut qu'on change un truc. Et puis tu te remets à l'ordi, et puis tu repasses dessus. Surtout quand tu commences à travailler avec des célébrités qui parfois se réveillent un matin et veulent faire un changement conséquent parce que ça leur va plus. Donc tu dois quand même assez être à l'affût pour ça. Au niveau d'où je travaille, j'essaie toujours de travailler dans mon bureau, qui est quand même dans mon appartement. Parce que je me dis, si je ne fais pas ça, il n'y aura jamais de limite entre le privé et le métier. Tu sais que le métier du cinéma, ça prend beaucoup de place sur le privé. Et sur ce film, en fait, tu es aussi productrice associée. C'est ça, ouais. Donc, et pourquoi et comment? En fait, ça s'est fait au fil. C'est quand même fréquent aux États-Unis que tu aies plus qu'un rôle. C'est malheureusement plus possible vraiment de vivre juste du métier de scénariste là-bas. Fut un temps, c'était le cas, mais aujourd'hui, on te demande d'arriver avec des trucs déjà packagés. Donc, packagé veut dire déjà des noms dessus, des célébrités que toi, tu dois aller chercher. Donc, tu dois quand même porter plusieurs casquettes. Là, j'avais déjà cette productrice qui est aussi la réalisatrice du projet, mais je me suis quand même beaucoup impliquée dans le casting. Je me suis beaucoup impliquée pour aller aussi aider à trouver des talents à travers mon management. On a eu quand même beaucoup de conversations. On a fini par travailler avec Tova Feldshuh, mais à un moment donné, on parlait potentiellement de Jane Fonda, mais le projet, ça reste un budget qui est quand même pas énorme. On avait parlé de Jean Smart aussi, des gens comme ça qui sont représentés dans ma maison de management. Et finalement, on a trouvé Tova Feldshuh qui vient de finir sa série sur Netflix qui s'appelle Nobody Wants This et qui a quand même été nominée pour plusieurs Emmy, des Tony. Et elle, son agent n'était pas trop pour parce que c'est de l'indépendant, donc le budget était en dessous de 5 millions. Mais elle est tombée amoureuse du scénario et du projet et elle voulait le faire, donc on a eu la chance de l'obtenir elle. Mais effectivement, c'est tout ce projet tout ce travail qu'il y a eu aussi en production qui m'a permis d'obtenir ce titre-là aussi sur le projet. Alors les comédiens, ils ont des agents. Toi, tu aussi as aussi un agent. Oui, en fait. Oui, et un manager et des avocats. Rien que ça. Oui, donc, et tu payes des pourcentages à tout le monde. À chacun? Ouais. Donc, normalement, 10% pour l'agent, 5% pour le manager, ou 10%, ça dépend, et 5% pour l'avocat. Donc, quand on dit ils gagnent des sommes mirobolantes, mais en fait, ils en reversent énormément. Oui, ouais. Et c'est malheureusement nécessaire parce que... entre agent et manager, la ligne, c'est quand même pas toujours très clair aux États-Unis. Donc, tu peux t'en sortir avec juste un des deux. Parce que même si les managers ne sont pas censés aller te chercher du travail, il y a quand même parfois des trucs qui se font un peu. Par contre, les avocats, c'est super nécessaire parce que les contrats, tu vois de tout, quoi. Il n'y a pas de règles. C'est du tout et du n'importe quoi. Donc, et puis souvent, tu te retrouves quand même en litige s'il y a des trucs qui ne vont pas. Moi, ça m'est arrivé aussi, malheureusement. Et du coup, tu as quand même besoin d'avoir cette représentation. Comment ça se passe? C'est toi qui vas chercher ton agent? C'est toi qui vas chercher ton manager? C'est toi qui vas chercher ton avocat ou ils viennent vers toi? Agent, manager, c'est souvent toi qui vas chercher. Les avocats... S'ils sentent l'argent, ils viennent. S'ils sentent moins l'argent, parfois c'est ton agent ou ton manager qui va chercher. Il y a tel et tel qui est bien. Et puis voilà. Mais tu payes effectivement toute l'équipe. Peu importe qu'ils aient travaillé sur un projet ou pas, qu'ils t'aient obtenu le rôle ou pas, tu es quand même censé payer ta représentation. Et c'est difficile aujourd'hui de trouver des agents et des managers à Hollywood. Mine de rien, moi, j'avais fait énormément de rendez-vous avec des managers jusqu'à ce que je tombe sur Untitled, qui était vraiment... je pensais jamais que je serais représentée chez eux parce qu'ils sont énormes. Et c'est drôle parce que tous les rendez-vous, j'étais là, cette fois-ci, c'est la bonne. Et ceux-ci, je me suis dit, vous m'emmerdez, je m'en fous, en fait. Je l'aurais pas, le manager. Je suis rentrée là-dedans, mais déjà, j'en avais marre. Je dis, je vais pas essayer de me vendre. Et juste après, il m'appelle et il me dit, je veux te représenter. J'étais là, mais pourquoi? Puis il me dit non, mais c'était génial et tout, le projet, et ça s'est fait comme ça. Donc, Parce qu'on ne se rend pas compte ici, en Suisse ou en Europe, là-bas, c'est un tel business et c'est une telle industrie qu'on ne peut pas faire autrement en fait, que de passer par un agent, un manager, sinon on se fait bouffer. Ouais, tu peux, mais tu te fais bouffer. Parce que
tout au début, moi, c'est ce que je faisais. Il y avait quand même... il n'y avait pas de manager ou d'agent. Enfin, j'en avais pas. Tu vois, parce qu'ils veulent quand même des gens qui ont déjà fait des trucs, tu vois. Donc, c'est là que ça devient difficile. Je pense que c'est plus accessible que parfois on ne le pense, le cinéma là-bas. Moi, j'ai réussi à créer des contacts qui ne venaient pas de mon agent ou de mon manager, simplement en envoyant des emails. Après, il faut juste accepter qu'il y aura beaucoup de refus. On va te dire non très souvent. Il ne faut pas le prendre personnellement. Mais effectivement, tu passes ton temps, finalement, moi en tout cas, je passe mon temps à contacter des gens, à essayer de créer des contacts, à essayer d'envoyer des emails, à proposer des projets. Mais je pense jamais vraiment à vendre mon projet, bizarrement. En fait, c'est moi que je vends. C'est finalement ce que j'ai appris dans l'école de cinéma, c'est que le produit, c'est le scénariste lui-même, parce qu'on est des machines à idées. Et le but, moi, quand je vais présenter un projet, c'est pas forcément de vendre mon projet, c'est d'être invité pour en présenter un autre. Parce que c'est comme ça que tu crées en fait tes contacts sur le long terme et que tu multiplies tes chances potentiellement de vendre quelque chose. Mais c'est sûr que les contrats que tu auras au début, ils vont être nullissimes. Et quand tu diras non, bah on te dira OK. Et dans ce cas-là, tu diras non, mais en fait, c'était non, oui, ce que je voulais dire. Donc voilà. Alors toi, tu as grandi ici et donc maintenant tu travailles là-bas. Donc tu as quelque part une culture, voilà, ici en Suisse, et une culture européenne. Et tu débarques aux États-Unis et tu apprends une autre culture. Donc est-ce que c'est un avantage d'être multiculturel? Je dirais que c'est un avantage et un inconvénient. Bah, c'est un avantage parce qu'effectivement, on parle quand même plus de langues. Les Américains, ils parlent quand même la majorité du temps juste anglais. Et du coup, c'est vrai qu'on peut amener un peu ce côté culturel et autres langages dans les scénarios. Ils adorent la langue française, donc ça, c'est toujours quand même un atout. Après, je pense aussi que culturellement, comme on est en Europe et que c'est quand même... la culture, même ici, la Suisse, c'est tellement différent aussi de la France, c'est tellement différent de l'Allemagne. On voit beaucoup de cultures différentes. Parce que là-bas, ça fait 8 ans que je suis là-bas et on est quand même vachement isolé du reste du monde. Parce que tu as beau prendre l'avion 6 heures, tu es toujours aux États-Unis. Ouais, tu t'en sors jamais. Donc, tu es toujours là et je pense que ça, d'avoir Alors, il y a des autres cultures aussi quand même là-bas, mais c'est vrai que je pense que c'est un grand atout et je sais que les managers et les agents aujourd'hui aux États-Unis sont intéressés à représenter des Européens parce que je sais pas, c'est peut-être bon pour leur quota, mais ça les intéresse et ça intéresse parce que ça apporte quelque chose d'un petit peu différent à l'industrie. Oui, et alors toi, est-ce que aussi, alors c'est un avantage effectivement, comme tu dis maintenant, mais tu n'as pas non plus tous les codes, toutes les références culturelles. Non. Donc ça, comment tu fais? Il faut les apprendre, Il faut les apprendre, oui. Après, moi, je suis quand même entourée de beaucoup d'Américains là-bas. Ça m'aide. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas grandi avec les mêmes trucs. Les blagues, parfois, c'est pas évident. Les références, il faut les avoir. Voilà, il faut les avoir. Et puis, nous, on a un humour peut-être un peu plus dark parfois que les Américains quand même, qui sont un peu parfois dans le politiquement correct. Alors je sais que nous aussi ici, mais voilà, il faut faire attention aussi comment tu navigues ça. Mais c'est vrai que il y a plein de choses que moi je connais pas. Et parfois j'assume, et quand j'assume pas, je dis ah non mais en Suisse, en France, c'est un autre titre. C'est pour ça, j'ai vu, mais le titre en anglais je connais pas. Donc ça, tu t'en sors aussi, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu difficile culturellement parfois, oui. Et donc maintenant, il y a eu le Covid aussi qui est passé par là. Ça a été terrible parce qu'il y a eu une énorme grève. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés à l'arrêt de travail. Et toi, tu as décidé en fait de revenir ici à un moment. Ouais, effectivement, on a eu Covid. Je pense que ça a été difficile ici aussi, j'imagine, pour l'industrie du cinéma. Mais là-bas, c'était vraiment... Il y a énormément de projets qui sont tombés à l'eau. Directement, les studios ont annulé des projets. Et à peine on se remettait de ça, il y a tout de suite eu la grève qui était nécessaire, je pense, pour nous protéger de certaines choses, pour avoir des salaires qui sont... des opportunités qui nous permettent d'avoir des salaires qui nous font vivre sur l'année quand même. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, qui est devenue quand même un gros problème aux États-Unis aussi. Et du coup, je pense que c'était nécessaire, mais ça a tout bloqué pendant beaucoup de temps. Moi, j'étais censée signer un contrat la veille de la grève et il n'est pas rentré avant minuit et on ne pouvait plus signer après minuit. L'horreur.
horrible. Donc ça fait mal au cœur parce que tu es là dans ton ordi, tu es là, punaise, parce que tu pouvais le faire s'il était signé avant. Et là, il n'était pas signé avant. Et du coup, ça te brise le cœur. Mais c'est parfois mieux comme ça, parce qu'il y a d'autres opportunités plus tard. Le projet est mieux aujourd'hui qu'il en aurait été s'il était passé à ce moment-là. Mais effectivement, ça fait que ça a quand même beaucoup bloqué de choses. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis quand même beaucoup là-bas. Toujours, je viens de revenir la semaine passée, comme tu sais. Mais je passe de plus en plus de temps en Suisse, parce que c'est vrai qu'il y a des opportunités quand même sur le marché suisse. Je pense que c'est un atout d'avoir passé quand même du temps aux États-Unis. Il y a plus d'aide de l'État aussi là-bas, c'est tout privatif, donc tu passes ton temps à courir après l'argent. Ouais, ce qui est quand même difficile quand tu fais un projet, c'est beaucoup d'argent. Et je me rends compte surtout qu'aujourd'hui, c'est plus forcément nécessaire d'être là-bas en personne. Tu peux faire... Alors c'est bien, quand tu as une writer's room, c'est nécessaire, tu dois y être en personne, mais tu peux faire tous tes meetings souvent sur Zoom ou en ligne, tu vois, et ça, c'est quand même différent. Donc ça veut aussi dire que pour les gens ici, le marché Hollywood aujourd'hui, il est ouvert pour les Européens, clairement. Et donc, tu as décidé de revenir, en fait, d'être un petit peu dans les deux pays. Les deux, ouais. Et aussi, effectivement, maintenant, de travailler aussi ici. Ouais. Comme tu dis, avec cette expérience américaine, qui est un atout pour les producteurs ici, pour les projets ici. Ouais, en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, j'ai commencé à rencontrer les producteurs ici en août, l'année passée, fin août. Et assez rapidement, ça s'est fait, les contacts se sont faits. Là, j'ai 2 projets que je développe avec des producteurs ici. Donc, j'espère, je touche du bois que ça marche. Et puis, mais c'est très chouette. C'est chouette de voir qu'il y a quand même un respect de l'industrie aussi américaine qui est quand même spécial. Mais je pense que c'est un atout d'avoir la capacité de faire plusieurs projets en même temps, ce qui est quelque chose que aux États-Unis, tu es obligé de faire si tu veux pouvoir en vivre. Tu peux jamais faire un seul projet à la fois, tu vois. Tu dois tout le temps être sur plus d'un truc, sinon tu t'en sors pas financièrement. Bah, bien sûr. On parlait toutes les deux quand on préparait l'entretien que le storytelling, il évolue aussi avec les nouvelles habitudes de consommation. Parce que maintenant, c'est fini le cinéma d'une époque où on allait au cinéma, on allait le vendredi, on allait le samedi soir voir des films au cinéma sur grand écran. Maintenant, on est tous devant des plateformes, on est tous devant un petit écran. C'est d'ailleurs très dommage, c'est pour ça qu'on fait ce festival. Comment on s'adapte aussi à ces... En fait, pour moi, c'est même pas de la consommation, c'est de la surconsommation. On sait même plus ce qu'on avale, en fait. On voit une série et bam, on enchaîne sur une autre. Ouais, et je pense que c'est un gros problème, et je pense que c'est aussi pour ça que je pense que Hollywood, c'est un petit peu... pas casser la gueule, mais à un moment ou un autre, tu vois, il y a toutes ces compagnies qui sont venues quand même de la tech, Netflix qui est énorme, qui sont venues de la tech avec beaucoup d'argent, qui ont payé beaucoup de talents comme des A-listers, même s'ils n'en étaient pas forcément. Et il y a eu en fait tout cet argent qui est arrivé, qui a vraiment donné vie en fait à l'industrie, qui a fait que tout le monde partait du network TV pour aller sur les streamers parce qu'il y avait plein d'argent. Et malheureusement, il y a eu tellement de contenu que finalement, ça s'est un petit peu... Voilà, aujourd'hui, c'est difficile de faire des séries. Aujourd'hui, c'est difficile de faire même avec les streamers parce qu'il y en a tellement. Au niveau des habitudes de consommation, c'est aussi intéressant parce que les gens ont moins l'attention de regarder vraiment, parce que justement, il y a tellement de contenu, puis on est toujours aussi... Ah oui, tu me disais effectivement que maintenant, vous devez vous adapter, c'est-à-dire pour que le cerveau puisse à la fois regarder son téléphone et en même temps voir une série. Oui, en fait, ce qui se passe maintenant avec... et ça, c'est une catastrophe, et j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose contre, c'est que beaucoup de ces streamers demandent aux scénaristes de faciliter un peu... on dit dumb down les scénarios pour que les personnages annoncent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, par exemple, j'entre dans la pièce, tu vois, de dire ça dans le dialogue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui suivent pas ce qui se passe à l'écran, et du coup, ils veulent qu'on commence à dire dans les dialogues ce qui se passe dans la scène. Ce qui est ahurissant parce que c'est quand même, on t'apprend show don't tell quand même dans le cinéma, en tout cas là-bas on dit beaucoup ça, c'est qu'on est censé utiliser du subtexte et on est censé, tu vois, pas forcément dire tout ce qu'on ressent. Bien sûr. Et là c'est plutôt surtout annoncer si la personne est en train de couper des oignons, que je suis en train de couper des oignons. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, les scénaristes, les scénaristes se révoltent là-dessus, mais c'est un peu ce qu'on entend en ce moment, malheureusement. Donc, tu as l'impression qu'il y a vraiment un nivellement par le bas à cause des technologies et justement de notre manque d'attention aussi.
Ouais, en tout cas, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Je sais pas. Moi, je trouve ça injuste pour les gens parce que j'en connais quand même beaucoup, qui vraiment posent leur téléphone et regardent, quoi. Et je pense que pour ces gens-là, de se retrouver à devoir regarder du contenu qui est peut-être un petit peu moins, je n'ai pas envie de dire moins intelligent, mais qui dit clairement ce que quelqu'un est en train de faire, c'est pas très cool. Mais c'est malheureusement un peu la direction dans laquelle on va, ouais. Est-ce qu'il y a aussi des effets de mode en narration? Où on va vraiment aller vers un sujet ou je ne sais pas, un type de film, et eux, ils en usent et ils en abusent en permanence. Oui, tu vois, de toute façon, il y a énormément de sequels, tu vois, ils reviennent tout le temps avec un peu les mêmes trucs. Donc ça, c'est quand même aux États-Unis, sur l'année passée, en tout cas, tout ce qu'on disait tout le temps, c'était on veut de l'IP, donc de l'intellectual property, donc des choses qui sont basées sur quelque chose d'existant. Un livre que tu adaptes, ou une série existante, une histoire vraie, un truc que tu peux vraiment adapter, où on sait déjà qu'il y a des gens qui regardent et des gens qui aiment. C'est moins risqué d'investir quand il y a déjà une audience. C'est pour ça aussi que les influenceurs aujourd'hui, il y en a beaucoup qui deviennent acteurs aux États-Unis. D'ailleurs, les studios commencent à dire qu'ils ne voudraient pas des acteurs s'ils ont en dessous d'un certain million d'abonnés en ligne. Donc ça, c'est aussi une folie. Donc ça commence à devenir quand même de plus en plus... ça a des effets de mode, c'est sûr. Dès qu'il y a une série ou un film qui marche, tous les producteurs vont te dire on veut le prochain Stranger Things, on veut le prochain ci, on veut le prochain ça. Et puis là, on le voit aussi, pendant tellement d'années, c'était impossible de faire des films avec des femmes qui étaient avec des hommes plus jeunes. Aux États-Unis, c'était quand même rare de voir ce genre de film. Et là, on en a eu quoi, 3 l'année passée. Ça s'arrêtait plus. Donc, Nicole Kidman n'arrête pas de se taper des petits jeunes. Hein. Tant mieux pour elle, mais effectivement, c'est un peu ça. Donc, c'est un effet de mode. Et après, ça a suivi. Anne Hathaway en avait fait un aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là. Ouais. Ah oui. Ouais, et du coup, ça... Pour Amazon Prime aussi. Ouais, du coup, tu vois, c'est un peu les effets de mode. Mais c'est difficile quand tu suis la mode parce que ça change tellement vite, finalement. Est-ce que tu préfères travailler sur des scénarios originaux ou sur des adaptations, par exemple des adaptations de livres ou effectivement à partir d'un récit, d'une histoire vraie? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'aime faire les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de pression quand même quand tu fais une adaptation. Parce que moi, avant le film A Girl Like Him, qui est un original, j'avais adapté mon tout premier film qui s'appelait 5895, qui a été une adaptation d'un bouquin. Mais la nana qui avait écrit le bouquin était aussi un peu trop involved dans le projet. Et c'est très difficile parce que tu dois quand même prendre une liberté d'adapter. Donc tout ne peut pas être ce qui est... C'était sa vraie vie, en fait, le bouquin. Parce qu'elle avait vécu. Et le problème, c'est que il faut aussi savoir que voilà, il y a des parties qui sont intéressantes et des parties qui sont moins intéressantes. Et parfois, c'est difficile de faire ça parce que justement, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu enlèves, et parfois, la personne n'est pas contente avec les changements qu'il y a eu dans le projet. Donc, je pense qu'il y a une pression qu'on n'a pas forcément dans l'original. Mais souvent, ça va plus vite pour se faire comme projet. Il existe aussi un système, j'adore, ils ont des termes à chaque fois aux États-Unis. Il y a le writer's room et il y a le ghostwriter. Ah ouais, le ghostwriter. C'est quoi le ghostwriter? Le ghostwriting, qui est un concept très, très américain, il fait toujours sourire les gens ici, mais où on engage des scénaristes comme moi pour écrire un projet sans crédit. Donc, c'est souvent mieux payé qu'avec crédit. C'est quelqu'un d'autre qui met son nom dessus et qui prétend l'avoir écrit. Donc, c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est quelque chose qui est souvent fait justement avec les scénaristes, et tu signes des contrats qui sont très, très stricts. Donc, même si ça gagne un Oscar, tu ne pourras jamais dire que c'est toi qui l'as écrit. Tu devras toujours rester dans l'ombre, clairement pour le coup, et ne jamais dévoiler la vérité là-dessus. Mais il y en a beaucoup des ghostwriters. C'est une manière de faire de l'argent aux États-Unis. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Mais c'est effectivement quelque chose qui est très particulier, parce qu'après, la personne se présente et prétend avoir écrit un projet, alors que parfois, ils n'écrivent pas du tout. Donc, c'est particulier. Il y a un film de Polanski, d'ailleurs, qui s'appelle The Ghostwriter. Et c'est exactement ça. Vous pouvez voir cette histoire. C'est quoi, selon toi, les bases incontournables d'un scénario réussi? Si on devait avoir une recette, c'est quoi? Je pense que il faut avoir pour moi, je reviens au personnage. Tu vois, c'est vraiment
Je pense qu'on peut, on peut voir des personnages qui sont des vrais des gens horribles, mais il faut qu'il y ait un côté où on peut comprendre, il faut qu'il y ait un aspect psychologique. Ouais, et que les gens soient pas juste... Parfois, quand on écrit des scénarios, on se rend compte que certains personnages sont un peu plats, tu vois, qu'ils n'ont pas la dualité de... Parce que nous, les êtres humains, on a la profondeur, parfois on se contredit énormément. Et je pense que ça, c'est très intéressant à explorer dans les scénarios, c'est justement... quelle peut être la contradiction d'un personnage, où on peut trouver de l'ironie dans un personnage. Et je pense que ça, c'est là où c'est le plus important vraiment dans un scénario, c'est d'avoir des personnages qui sont bien construits, de bien établir les règles du scénario, parce que tu peux tout faire dans un scénario, tu peux amener l'audience n'importe où, mais je pense que très rapidement, il faut définir quelles sont les règles du monde dans lequel on évolue, parce que si tu regardes... par exemple, Game of Thrones, très rapidement, on a établi dans cette série-là qu'il y avait des dragons. Donc, on sait que s'il y a un dragon qui passe au-dessus de tout le monde, on ne va pas dire « Ah, bizarre, un dragon ». Si tu regardes Friends et que d'un coup, il y a un dragon qui vient et qui crame l'appartement, tu ne comprendras rien de ce qui se passe. Parce que c'est ça, c'est le deal que tu fais rapidement avec ton audience. C'est voilà les règles de ce monde, voilà ce qui fonctionne dans ce monde. Dans ce monde, on est humain, on n'est pas humain. Dans ce monde, il y a des créatures, il n'y en a pas. Dans ce monde, on vole pas. Enfin, peu importe. C'est d'établir ces règles rapidement. C'est justement de développer vraiment tes personnages et je pense qu'il y a des manières magnifiques de nous dire quelque chose sur un personnage sans même utiliser la parole, et ça c'est souvent les plus beaux scénarios, c'est ça. Alors maintenant que tu as travaillé à Hollywood et tu as quand même des méthodes vraiment de travail pour travailler sur des séries, pour travailler sur des films, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter ici à la Suisse ou à la France, enfin travailler avec des pays francophones pour écrire des scénarios? Je pense que on ne travaille pas du tout de la même manière. Hein. Non, pas du tout, ouais. Et ce qui est bien et pas bien d'un côté, parce que c'est aussi difficile parfois justement de s'adapter à un nouveau milieu. C'est aussi une manière de consommer le cinéma et à Hollywood, c'est quand même les films américains ou les séries américaines, c'est très rapide ce qui se passe. Hein. C'est souvent un enchaînement de trucs et c'est vrai que dans le cinéma français, parfois, il y a peut-être plus de liberté. Aussi pour le cinéma d'auteur, qui est quand même vachement moins réputé aux États-Unis. Donc ça change. C'est ce qui rend les coproductions internationales aussi très compliquées. Mais je pense que d'avoir cette expérience des writers' room américaines, d'avoir cette structure, cette manière de travailler, d'avoir ces méthodes, ce langage, parce qu'au-delà de travailler d'avoir fait mes études à la New York Film Academy, j'avais aussi appris en coaching avec Scott Myers, qui avait fait K9, qui avait parlé au Grutli l'année passée, qui est un scénariste et quelqu'un avec qui je suis restée en contact, qui lui m'a vraiment appris à aller dans la psychologie des personnages, de vraiment, vraiment développer les personnages, de les traiter comme des vraies personnes qui existent, que tu apprends à connaître alors qu'elles sortent de ta tête. Mais tu vois, ça, c'était hyper intéressant pour moi de me dire, OK, je vais vraiment faire l'exercice de ce personnage existe et qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, etc. Et en comédie, j'ai travaillé avec Brent Forrester, qui travaille sur Les Simpsons et The Office, la série anglaise, qui est quand même un grand succès aussi, et qui lui m'a beaucoup appris en comédie comment présenter les blagues, comment on construit parce qu'il y a quand même tout le box derrière une blague. C'est pas juste être drôle pour être drôle, c'est qu'il y a des manières, il y a un rythme à trouver. Mais je pense que ça peut être un atout, et surtout la possibilité de travailler sur plusieurs projets à la fois et d'une manière assez rapide. Je pense que ça peut être un atout. Moi, ce qui m'attriste, je sais que tu es allé voir hier soir Mon Roi de Mai Wen. Magnifique film. Qui est juste incroyable, justement. Alors là, les personnages, on voit toute la profondeur de la nature humaine. Ils sont tout le temps en train de se contredire. Ouais. Mais ce qui m'attriste, c'est qu'on ne voit plus ça à Hollywood. Je ne verrais pas ce genre de film maintenant, à l'heure actuelle. C'est vrai. Je pense que dans le cinéma indépendant, encore un petit peu. Mais je pense que c'est difficile aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait du cinéma qui est quand même à une échelle tellement importante. Et on parlait aussi tout à l'heure de la nudité à l'écran, par exemple, qui est quelque chose qu'on voit très peu. Très peu maintenant. Qu'on voit plus. Moi, quand je viens ici, chaque fois, ça me choque. Je suis là, genre, oh, un cul. Genre, tu vois, je vois un truc à l'écran, je suis wouh. Tu vois, et je trouve génial. Ouais. Mais tu vois, c'est tellement plus la culture là-bas où, tu vois, tu as une scène d'amour, ils sont habillés. Enfin, on a quand même du mal à y croire, mais c'est aussi le côté, c'est la religion. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui font aussi aux États-Unis qu'on ne montre pas certaines choses. Et je pense que c'est dommage pour le cinéma. Et je pense que beaucoup d'actrices aujourd'hui ne veulent plus faire du nu aux États-Unis. On a un rapport au corps qui est très différent de ce qu'il est en Europe.
Je pense que c'est plus compliqué, surtout pour les femmes aussi, de se déshabiller à l'écran. Une anecdote, parce que moi, ça m'a quand même halluciné. Je travaillais pour une chaîne de télé américaine et ils m'ont demandé de flouter les seins d'une femme. Oui. Je dis, oui, ok, j'avais l'habitude, mais en fait, c'était une statue. Pas flouter une statue. Voilà, donc j'adore. Juste une anecdote. Incroyable, ça me surprend à peine, mais j'adore. Oui, c'est fou. Mais ce que je trouve bien dans ton parcours, c'est que tu as appris des méthodes qui sont vraiment efficaces, parce qu'ils savent exactement construire un scénario, ils savent aller à l'essentiel avec des méthodes, chose qu'on n'a pas forcément ici. On travaille plus à l'ancienne, et la réunion des deux peut faire des très belles choses. Ouais, je pense que c'est ça la beauté de revenir ici, c'est de pouvoir justement avoir ce côté quand même. On traite le cinéma plus comme un art, j'ai l'impression que ce qu'on le traite aujourd'hui aux États-Unis, c'est plus un business. Et je pense effectivement que de pouvoir revenir et dire, bah voilà, j'ai appris cette manière de faire, je sais travailler vite, si je dois fournir un scénario dans 9 jours, je pourrais le faire. Mais de savoir que il y a quand même la capacité ici de traiter ça comme un art et peut-être de parfois prendre un peu plus de temps sur certaines étapes pour vraiment développer plus en profondeur. Et je pense que ça, c'est la beauté aussi, et de parler de peut-être certaines choses qu'on peut difficilement parler aujourd'hui, ou montrer des scènes parfois qui sont peut-être plus crues ou difficiles à voir, comme dans Mon Roi aussi, il y a quand même des scènes qui étaient difficiles à voir et qui étaient vraiment émotionnellement difficiles. Alors, il y a encore maintenant un acteur, c'est pas un acteur, mais il y a l'IA qui arrive à grands pas dans ton métier. Ça fait très peur. Parce que j'ai écouté une émission sur France Inter l'autre jour, ils en parlaient. Et toi, tu m'as expliqué qu'effectivement, maintenant, on ingeste, en fait, comment on peut dire ça? On prend tous les scénarios et on les met dans une... je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, en fait, on voit là aux États-Unis, il y a beaucoup de systèmes en fait, aux États-Unis où tu peux soumettre ton scénario pour avoir du feedback. Donc ça, il y a énormément de... Ah oui, déjà. Plein de compagnies qui le font, hein. Et ça, ils l'ont toujours fait. Et c'était des vraies personnes derrière à l'époque qui t'écrivaient du coverage, qui t'écrivaient des feedbacks et qui te disaient, ben voilà, ça a une bonne chance pour le marché. Puis tu faisais souvent ça pour envoyer ton scénario, justement. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de fermer parce que soit les scénaristes ont reçu des trucs en retour et ça avait l'impression que c'était écrit par de l'IA, ou alors ils mettent directement leur scénario dans l'IA et ils disent, dis-moi si c'est bien ou pas. Et l'IA va t'analyser ça, te sortir un budget, etc. Donc voilà, c'est une des difficultés. Je pense qu'il y a beaucoup de limites encore à ce que l'IA peut faire. Je pense que ça, c'est bien. Il y a quand même un côté humain, un côté... je vois avec Girl Like Him, justement, qui sortira demain, on a quand même des scènes avec l'émotion que je pense que l'IA ne pourrait pas encore faire. Je dis encore parce que ça va vite. Et on voit aussi, je t'avais envoyé un lien une fois de cette page internet où on voyait tout ce que l'IA avait absorbé en fait comme matériel, comme scénario, donc ça va vite. Mais je pense qu'il y a encore quand même des choses que l'IA ne pourra pas faire. La place à l'humain. J'espère en tout cas, et je pense que je sais que nous les scénaristes, la majorité avec qui je parle, on aime tellement écrire qu'on n'a pas envie. Tu vois, on adorait une IA qui nettoie la maison et qui fasse la vaisselle. Comme ça, on peut passer notre temps à écrire. Ça serait génial. Mais effectivement, c'est un danger parce que les producteurs, en tout cas aux États-Unis, cherchent beaucoup à où est-ce qu'on peut couper des sommes. Et l'IA, c'est une manière de couper des sommes. Ça fait déjà 50 minutes qu'on discute. C'est fou. Ouais. Je vois jamais le temps passer avec toi, Karine. Oh, mignonne. Est-ce que vous avez des questions à poser à Léna? Oui. Moi, j'ai une question. Bonjour, bravo. Merci beaucoup. On est parti à LA toute seule. Je trouve que c'est quand même un step. Et je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez dans l'écriture ou après l'écriture avec les acteurs, parce que vous créez le personnage, vous créez sa personnalité. Est-ce que c'est à l'acteur de lire le texte, de savoir où lui peut créer son propre personnage, ou est-ce que vous donnez des feedbacks aussi par rapport au personnage? Merci beaucoup pour votre question. Très bonne question. Effectivement, aux États-Unis, alors je sais que c'est assez spécifique à là-bas, on a vraiment tendance à réécrire même pendant le tournage. Donc on fait quand même du travail avec les acteurs avant. Après,
c'est souvent les acteurs, ça dépend un peu du niveau de l'acteur aussi. Quand on a eu Tova Felchuk qui est venue sur le projet, elle a quand même un certain standing, c'est une actrice d'un certain âge. Et elle, si ça lui allait pas la scène, il fallait revoir la scène entière. Donc, parce que là, c'est quand même quelqu'un d'un certain niveau. Et on se retrouvait à écrire jusqu'au dernier moment parce qu'elle voulait pas forcément dire quelque chose, ou oui et non. Et du coup, ça, tu fais quand même du travail jusqu'en dernière minute. Mais après, il y a quand même beaucoup de travail avant. Tu testes quand même beaucoup les acteurs. Tu vois aussi la compatibilité entre les acteurs. Il y a des acteurs qui ne fonctionnent pas ensemble, qui marchent très bien séparément. Et ça, c'est, je pense, l'erreur que moi, je faisais peut-être sur mes courts-métrages au début, c'était de dire « cette personne est géniale, cette personne est géniale ». Et en fait, ensemble, pas du tout génial. Et du coup, ça, je pense que c'est très important de prendre le temps et effectivement de tester, de voir où ils peuvent pousser les scènes. Et parfois, les acteurs te surprennent. Moi, j'avais écrit une scène que je voyais avec très peu d'émotion sur le visage, tu vois. Et quand l'actrice l'a lu, elle est partie en pleurs, elle était complètement déboussolée. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé la scène que j'avais écrite. Et parfois, ça te surprend parce que tu te dis, en fait, c'est génial. Toi, tu l'as compris comme ça et ça fonctionne. Et parfois, ça fonctionne moins. Et tu discutes et le réalisateur, c'est la personne qui choisit au final ce qui va être fait ou pas. Merci à toi. Oui. Je vais me permettre de te tutoyer, si tu es d'accord. Vas-y. Tu as écrit pour des séries, tu as écrit pour des longs métrages. Est-ce qu'un jour dans ta carrière, tu vas devoir te spécialiser dans l'un ou l'autre ou ça ne sera pas nécessaire? Très bonne question. Je vais me permettre de tutoyer en retour. Écoute, je pense qu'à l'époque, il fallait se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Je pense que de moins en moins, c'est nécessaire. Je pense que tu peux vraiment être un peu partout aujourd'hui au niveau de ce que tu racontes. Il y a quand même encore des managers, souvent le manager qui te dit il faut que tu te spécialises dans un truc. Parfois, voilà, si tu as eu d'un coup un film d'horreur qui a super bien fonctionné, on va dire non, tu vas écrire que des films d'horreur. Ça, c'est un peu la hantise de tous les scénaristes, c'est d'être vraiment mis dans un coin et de pouvoir faire une seule chose. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment réussir même en télévision si tu arrives avec un scénario de film. Si tu as un film qui a été à succès, on peut t'engager sur la télévision, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc ça s'ouvre de plus en plus et il y a de plus en plus de possibilités parce qu'au final, voilà, je veux dire, tu écris quelque chose de beau, tu sais écrire, tu t'adaptes à un format. Après, il y a des gens qui veulent pas du tout aller ni dans l'un, enfin qui veulent rester dans l'un ou dans l'autre. Mais je pense que ça s'ouvre de plus en plus, ce qui est quand même la beauté du métier d'aujourd'hui. Oui. J'avais une question, c'est pour tout un chacun, il y a quand même une phase importante dans la vie où on se forme. Et Emmanuelle Besco, elle le disait bien une fois, elle disait que vraiment, quand elle était à la Fémis, c'était vraiment, tu as le droit à l'erreur, puis tu t'en es vraiment bien, tu as des écoutilles ouvertes. Et le problème, c'est qu'ensuite, il y a la phase professionnelle où après, il faut se vendre, etc. Et moi, je voulais savoir comment tu gérais, je me permets. Vas-y, c'est parfait. Je préfère, tu sais, moi je viens des États-Unis, il n'y a même pas le tu ou le vous. Donc. Et donc, en fait, je voulais savoir comment tu gérais le fait de continuer à te former, de tenir au courant, puis de renifler, pas un bon coup, mais quelque chose justement qui va être out of the box, quoi, parce que c'est important dans les métiers créatifs. Ouais, alors de se former, je pense effectivement c'est quelque chose que tu fais continuellement. Moi, j'avais fait, effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'école de cinéma là-bas. Je pense pas qu'aujourd'hui, tu dois passer par une case école de cinéma. Je pense qu'il y a tellement de trucs que tu peux trouver en ligne. Puis tu vois, tous ces scénarios, tu les trouves quand même en ligne. Hein. Donc, c'est très facile d'aller sur Google et de mettre, je sais pas, Pulp Fiction ou peu importe le film qui t'intéresse et de mettre script PDF et puis il te sortira le scénario et tu peux l'étudier. Moi, c'est ce que je fais la majorité du temps. C'est vraiment juste d'étudier les autres scénarios, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, je pense que déjà, il y a énormément de formations que tu fais seul. À ce niveau-là, vraiment juste à lire du contenu et à réécrire des scènes. Parfois, moi, tout au début, quand je commençais, je prenais des films et en fait, je regardais le film et j'écrivais le scénario pendant que je regardais le film pour m'entraîner à écrire un scénario. Alors que c'est un film que je regardais, mais juste parce que ça te permet en fait de vraiment développer l'écriture et de comprendre ce qui est à l'écran, voilà comment c'est sur papier. Donc ça, c'est un exercice, il y a plein de manières de faire. L'école de cinéma, je pense que, comme Emmanuel le disait hier, je pense que ça t'apporte effectivement cette possibilité de faire des erreurs, peut-être plus facilement, parce qu'il n'y a pas la pression du monde extérieur, parce que c'est difficile de faire des erreurs quand tu as des films avec plusieurs millions de dollars dessus, mais on en fait quand même toujours des erreurs. Mais je pense qu'effectivement, de continuer à se former, il y a beaucoup de formations en ligne.
Il y a beaucoup de manières de continuer de travailler avec des professionnels du milieu et d'apprendre, de lire du contenu. Et puis finalement, on apprend de tout. Hein. C'est pas juste des films. Je sais que toi, tu écris des livres, tu me disais aussi. Ben, on apprend de ça aussi, on se nourrit de ça. Et ouais, toi, tu te nourris du cinéma. Ben, voilà, c'est ça. C'est donnant-donnant. C'est les métiers de l'art. Et je pense que c'est ça aussi la beauté. Mais tu te formes continuellement. Moi, je pense que j'ai appris, avec ce métier, toute ma vie, je me formerai parce que ça bouge tellement et on apprend des nouveaux trucs et on lit des vieux scénarios qu'on a écrits. On se dit, punaise, horrible ce que j'avais écrit parce qu'on évolue et on se rend compte qu'on est mieux. Au fil des années, on s'améliore. Et c'est aussi la beauté de pouvoir revisiter des vieux trucs qu'on a fait. Une autre question? Oui, monsieur. Du coup, tu disais aussi que toi, tu... C'est parfait, faites-toi tout. Tu as ton bureau pour travailler et tu essaies de compartimenter comme ça. Et tu évoquais aussi le fait que quand tu vas regarder un film, tu vas être dans l'analyse du film. Est-ce que tu as une technique pour dire à un moment donné, mais je suis spectatrice et je ne suis pas la scénariste en train de regarder le travail de quelques collègues, confrères? Je pense que c'est vrai que ça c'est difficile, ça te ruine un peu l'expérience de voir un film. Donc, Ah, mais tu l'as pas eu hier avec Mon Roi. Alors, non, mais quand même tout le long, j'arrêtais pas de me dire ce qu'elle avait dit avant, c'est qu'il n'y avait même pas de dialogue en fait. Et tout le temps, j'étais en train de me dire, mais punaise, mais c'est fou, alors lui, il s'est dit ça, elle s'est dit ça. J'étais Oui, quand même. Parce qu'on vous explique hier, Emmanuel Berco expliquait comment elle avait travaillé sur le film de Mai Wen, Mon Roi. Et en fait, Mai Wen n'écrit rien. Les comédiens arrivent sur le plateau, ils ne savent rien. Donc, ils jouent instinctivement par rapport à l'histoire, mais il n'y a rien d'écrit. Et on trouvait ça, mais c'est incroyable. Dingue. Et là, il faut vraiment avoir la confiance en tes acteurs. Bon, les acteurs sont extraordinaires, forcément, mais il faut vraiment avoir la confiance en tes acteurs aussi, parce que c'est difficile. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir en tant que réal, tu ne sais pas ce que tu vas avoir en tant qu'acteur. Mais pour revenir à ta question, effectivement, moi, il y a des moments où je me dis, bon, là, ok, je switch, je suis juste en train de regarder le film et je pourrais le revoir plus tard, tu vois, je pourrais le revoir et l'analyser. Donc, est-ce que parfois je fais même pas? Mais juste de me dire, non, mais c'est bon, là, je suis pas en train de bosser. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est difficile de parfois faire cette différence-là. À l'écriture, c'est plus simple parce que je sais, j'ai mon bureau, c'est là que j'écris. Mais quand je regarde des films, c'est quand même dans mon salon encore. Donc du coup, effectivement, c'est difficile parfois de faire la part des choses et de vraiment se rappeler qu'on doit aussi profiter de ce qu'on regarde. Oui, encore une. Sur le contexte actuellement aux US, par rapport justement à un éventuel retour en Europe, est-ce que ça a une influence dans le choix d'orientation ou... Là, donc du coup, la possibilité de revenir ici, tu dis... Je pense que pour l'instant, j'ai pas... C'est ce truc vraiment où je sais pas. Je me dis, il y a des opportunités ici en ce moment. Il y a ces 2 projets sur lesquels je travaille avec des producteurs. Il y a quand même le fait que la vie là-bas, je me suis aussi habituée au bout de 7-8 ans. Il y a quand même... tu es quand même très entouré de l'industrie, ce qui est génial et très chiant, parce que c'est un peu les deux. C'est vraiment... tous les gens à qui tu parles font ce métier, mais aussi tous les gens à qui tu parles font ce métier. Donc, tu vois, tu t'es jamais tranquille. Tu vas au café, tout le monde est en train d'écrire son scénario. Ouais, j'ai un scénario. Ouais, je suis exactement, actrice, ouais, je suis producteur. Exactement. Et c'est vrai que tu vas au café, tous les ordis sont ouverts, c'est tous des scénarios, quoi. Puis tout le monde veut que tu demandes, mais tu travailles sur quoi? C'est toujours ça. Donc, il y a ce côté quand même où parfois c'est un peu fatigant, mais c'est aussi motivant parce que justement, tu es vraiment dans le milieu. On a encore l'impression que c'est un peu the place to be pour faire ce métier-là. J'ai remarqué quand même, là, l'année passée, j'étais là pendant 4 mois. Les producteurs avec qui je travaille aux États-Unis ne sont même pas remarqués pour la majorité que j'étais ici parce que finalement, je m'adapte à leurs horaires. Donc, je fais des zooms tard le soir. Je délivre ce que je dois délivrer au niveau de l'écriture. Mais eux ne se rendent pas forcément compte parce que Los Angeles, c'est tellement grand que souvent, ça les emmerde de prendre la voiture. Donc, on fait de toute façon sur Zoom. Parce que tu sais que si tu as un rendez-vous d'1 heure, tu dois booker 4 heures dans la journée pour aller voir... Enfin, tu sais, toi, tu as vécu là-bas. Donc, tu dois booker quasiment la moitié de ta journée pour aller voir une personne. C'est compliqué. Donc, à ce niveau-là, dès que je suis partie l'année passée, que je suis retournée là-bas, j'ai tout de suite vu les producteurs en Suisse qui étaient là. Mais t'es où? Tu reviens quand? Et donc, du coup, c'est un peu ça aussi qui pousse dans cette décision-là. Mais je ne suis pas encore prête entièrement à prendre la décision parce qu'il y a des positifs dans les deux et que j'aime l'art de vivre des 2 côtés. Ah oui, il y a aussi autre chose dont je voulais te parler. C'est un milieu aussi très compétitif, aux États-Unis, je parle, et aussi encore très masculin.
Oui, oui, effectivement. C'est encore un milieu quand même très masculin. Mais c'est aussi par rapport au système de Writers Room que je te parlais, c'est qu'on fait de haut en bas. Donc, généralement, les personnes qui sont à un niveau haut, c'est souvent encore des hommes. Je pense que de plus en plus... Bon, là, je ne vais pas dire avec le président actuel, je ne sais pas trop où on va en finir. Mais il fut un moment, il y a quelques années, où il y avait quand même la possibilité pour les femmes un peu de faire des trucs. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. On est encore traité parfois un petit peu différemment que les hommes dans ce milieu. Mais c'est un milieu extrêmement compétitif. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'ils font extrêmement bien aux États-Unis, c'est le mentorship. Je veux dire, moi, j'ai eu des mentors là-bas. On m'a tendu la main tellement souvent. Aujourd'hui, moi, c'est ça aussi que j'ai envie de faire pour les autres, c'est de pouvoir tendre la main à d'autres personnes et savoir que j'ai pu bénéficier de ça. Et c'est un milieu où tu dois beaucoup donner avant de recevoir. Et pour avoir ces contacts-là, c'est des gens à qui j'ai d'abord offert comment je peux vous aider, comment je peux vous aider avec ci et ça, votre scénario. Et ensuite, un jour ou l'autre, on te demande, mais toi, tu travailles sur quoi? Et c'est là que tu as l'opportunité. Oui, ils sont beaucoup là-dedans, les Américains. On discutait, on avait invité Anne Sebel, là, qui est chef décoratrice de plateau, et elle a travaillé avec Spielberg, avec Woody Allen, elle avait un mentor américain, et ça l'a énormément aidé. On n'a pas cette attitude en Europe, je pense moins, en Suisse. Je pense moins, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment cette valeur je pense qu'on a beaucoup là-bas, et de transmettre et de se dire, moi, on m'a aidé, alors je vais aider quelqu'un d'autre, de redonner la main à quelqu'un d'autre. Et moi, on l'a beaucoup fait pour moi là-bas. J'ai aussi beaucoup donné, j'ai beaucoup offert, j'ai rarement approché ces gens-là en disant, est-ce que tu peux lire mon scénario? Le pire truc que tu peux faire aux États-Unis, c'est d'approcher qui que ce soit et de dire, ces célébrités ou comme ça, et de dire, est-ce que tu peux lire mon truc? Parce qu'ils en ont tellement marre de lire des trucs. Donc, c'est vraiment de dire comment est-ce que moi je peux vous être utile, comment je peux vous aider. Et c'est en faisant ça en fait qu'à un moment ou un autre, les gens ils se disent, ah mais cette personne-là, elle est là pas juste toujours pour nous vendre des trucs. Et ça, c'est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ça c'est vraiment le conseil, c'est que Hollywood c'est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense, c'est aussi très difficile. C'est un milieu où il y a beaucoup de galères, on en parlait, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut contacter beaucoup de ces producteurs aussi, mais c'est de s'intéresser vraiment aux autres. Et je pense que ça aussi, c'est quand même beaucoup aussi, je trouve, dans notre culture en Suisse, de s'intéresser aux autres, j'ai l'impression, moi en tout cas. Parce qu'on est tellement petits, peut-être qu'on a dû s'intéresser à tous les pays autour de nous, sinon, voilà. Mais je pense que ça, c'est super important et de... moi, souvent, je regarde en ligne qu'est-ce que ces gens-là font, parce que je regarde sur Variety ou d'autres sites. Par exemple, là, récemment, il y a une de mes contacts chez Lionsgate qui a été promue. Et je l'ai contactée, j'ai dit bravo pour ta promotion. Et j'avais rien à lui vendre. C'est juste bravo pour ta promotion, je suis super fière de toi. Trop bien. Elle m'a répondu génial, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, tu vois, c'est ça, et c'est le suivi, c'est le networking. Et je pense que l'autre chose aussi que je donnerais en conseil, c'est pas grave si un projet se fait pas. Moi, j'ai beaucoup de projets qui finalement se sont pas faits, se sont pas encore faits, mais chaque projet a son utilité. Et je vois, moi, par exemple, même les projets qui finalement, pour X ou Y raison, ne sont pas faits, m'ont amené quelque chose d'autre. Et je pense que ça, c'est important. C'est surtout, on est un produit, nous, on se vend nous avant de vendre nos projets. Et je pense que c'est important de se rappeler que parfois, des projets ne sont pas forcément faits pour vous faire connaître au grand public, mais simplement pour vous faire connaître à ce producteur ou cet agent qui vous amènera à l'étape suivante et qui vous fera avancer dans votre carrière. Et pour moi, beaucoup de mes projets, c'était ça. Ça m'a permis d'obtenir mon visa d'artiste pour les États-Unis. Ça m'a permis de rencontrer mon manager. Ça m'a permis de rencontrer tel et tel qui a amené tel et tel. Alors que ces projets-là, au grand public, n'existent pas pour eux, tu vois. Et je pense que ça, c'est très important de se rappeler. Est-ce que tu as une série ou un film où tu te dis « Waouh, ça, mais j'aurais adoré l'écrire » ? Plein. Il y a plein de trucs que je regarde et je me dis « Punaise, mais j'aurais pas pu penser à un truc comme ça. » Mais même hier, Mon Roi, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Et il n'y a pas, je pense, un projet. Il y a tellement de projets que j'aime, il y a tellement de beaux projets. Et parfois, il y a des projets que j'aime moins, mais je me dis, waouh, cette scène, elle est incroyable. Je pense qu'il y a du... C'est comme ça, je pense que je regarde plutôt les films. C'est pas forcément ce projet-là, il y a tout qui marche. C'est vraiment plus les moments. Mais il y a forcément des grands classiques. Moi, j'adore les thrillers des années 90. Je trouve qu'ils étaient géniaux. Basic Instinct, tous ces trucs-là, moi, j'adore. Mais c'est mon truc, tu vois, j'aime bien. J'adorais Thelma et Louise, forcément, qui est quand même iconique comme film. Mais après, il y a de tout. Tu vois, Pulp Fiction, c'est moins mon genre de film, mais le dialogue est incroyable. Incroyable. Donc, je pense que... dans tout, il y a des manières il y a des belles choses à trouver. Et je pense qu'en tant que scénariste, une chose aussi qu'on apprend de ces projets-là, c'est que souvent, quand
quand on écrit, et ça en revient un tout petit peu à ton point par rapport au vocabulaire et à parler en anglais, écrire en anglais, je pense que souvent on a tendance, et en français aussi, à vouloir écrire, être correct dans le langage quand on fait du dialogue, et ça sonne faux. Parce que souvent, quand on parle, c'est pas tout à fait correct au niveau de la grammaire. Et je pense que c'est important de se rappeler de dire les lignes à voix haute et de les écrire exactement comme on les a dites, versus de dire il faut que je mette « elle n'a pas », alors que quelqu'un dira peut-être « elle a pas ». Donc de vraiment se rappeler comment les gens parlent, et on n'est pas en train d'écrire un roman, on est en train d'écrire quelque chose qui va être joué par des acteurs. Et tu préfères écrire en français ou tu préfères écrire en anglais? Je pense que... C'est drôle parce que c'est seulement maintenant que je commence à écrire des scénarios en français. Donc moi, mes premiers scénarios ont tous été en anglais dès le début. Je vois que c'est plus facile pour moi aujourd'hui quand même d'écrire en français toujours. C'est plus rapide. Mais après, il y a plein de petites spécificités, de trucs que tu mets dans le scénario, que je suis habituée à la version américaine en anglais, que je sais comment écrire en anglais et que je sais moins comment écrire en français, par rapport au fait que j'ai consommé moins de scénarios francophones. Mais je pense que c'est quand même plus facile encore en français. En français. Ouais. Vous avez une dernière question? Oui. Moi, j'en avais une. Est-ce que, un peu comme pour les BD, tu sais, tu peux avoir une personne qui fait des couleurs. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui sont dédiées à l'écriture des dialogues? Absolument, ouais. Absolument. Il y a des gens, soit qui viennent un peu en consulting sur un long métrage, qui, eux, se spécialisent en dialogue, parfois en blague ou peu importe. Hein. Et dans les writers' rooms, très fréquemment, en comédie, tu as des scénaristes qui sont vraiment spécialisés juste dans la blague. Ils viennent le matin et que des blagues toute la journée. Et les autres, ils sont là pour l'histoire. Donc, chacun, en fait, a sa spécialité. Et c'est voilà, c'est ça. Donc, on a tous des atouts différents. Mais effectivement, tu as des gens qui sont vraiment spécialisés dans punchline, absolument. Et c'est lourd, à un moment donné, quand même. Mais ouais, c'est ça. La patate, hein, tous les matins. Ouais, tous les matins. Et ouais. Bon, je voulais remercier énormément Léna parce qu'elle a une expérience qui est géniale et on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de personnes qui a un avis en fait sur deux pays, enfin deux cultures différentes. Et tu es franche, tu es directe, tu dis les choses telles qu'elles sont. Donc je trouve ça génial de transmettre et d'avoir cette expérience et d'avoir ce moment privilégié. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve ça génial. Merci énormément. Merci à vous, merci.